Voilà monsieur, merci de nous rejoindre sur Télé 50. Dans ce nouveau numéro de votre émission Invité, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. On va parler du processus engagé déjà actuellement en cours au niveau des États-Unis, un accord futur qui sera justement rendu public par les autorités congolaises avec les États-Unis. Eh bien, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Hubert Mpoutou. Il est au cadre du parti UDPS, parti au pouvoir, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir M. Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas ça nous fait énormément du bien. Alors, nous sommes en train de suivre l'actualité en République démocratique du Congo, il y a la situation dans l'Est de la RDC, il y a des options qui sont prises par le pouvoir en place. D'abord, quelle est votre lecture sur les différentes options, à la fois diplomatiques, sécuritaires, qui sont prises par l'actuel pouvoir, dont vous faites partie justement, pour endiguer la crise sécuritaire dans l'Est? Merci M. Christian. Je voudrais d'abord toutefois préciser que je suis maître Hubert et je suis avocat, au-delà d'être cadre de l'UDPS. Évidemment, votre question concernant les options qui sont sur la table afin de résoudre la crise qui est la crise sécuritaire au niveau de l'Est du pays, et pourquoi pas l'union et la cohésion nationale telle qu'évolue par le président de la République. Je voudrais ici préciser que au terme de la Constitution, à son article 69, le chef de l'État, si vous permettez, je peux jeter un coup d'œil. Allez-y. Merci. L'article 69 de la Constitution qui stipule le président de la République est le chef de l'État. Il y représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Et la combinaison faite de cet article à l'article 213 de la Constitution qui vous dit le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Partant de la combinaison de ces deux articles de la Constitution de notre pays, vous vous rendez compte que le président de la République, non seulement il est le symbole lui-même de la nation et qu'il représente cette nation devant les Congolais et les étrangers, mais aussi il est la personne habilitée par la loi suprême qui est la Constitution de notre pays à négocier et à signer les traités et les accords avec le monde international. Alors, sur ces points, il y a plusieurs options devant lui, les options diplomatiques, les options qui sont militaires, les options qui sont également économiques, afin d'éradiquer la situation qui est au niveau de l'Est. Parlant de la situation diplomatique, c'est dans ce sens que le président a pu engager plusieurs discussions avec le pays qui sont engagés dans la situation, afin de trouver une issue qui pourrait non seulement apporter la paix, mais la paix durable et aussi le développement de notre pays. Parce qu'on ne peut pas parler développement ou parler les échanges économiques sans toutefois avoir la paix. Donc la paix, c'est un impératif qui aujourd'hui est dans notre pays, dans notre partie de l'Est, voulais-je dire, dans notre partie du pays, l'Est du pays, en manque. Alors, pour y parvenir, il y a eu plusieurs options mises sur la table par le président de la République avec son gouvernement et tous les membres qui interviennent sur cette question. Alors, parmi les options, il y a notamment la proposition de la RDC aux États-Unis d'Amérique sur l'accord sur les minéraux, en pleine négociation actuellement avec les États-Unis. On a également impliqué le Rwanda. Qu'en est-il exactement ? Vous savez, l'accord, d'ailleurs, comme je venais de vous lire la Constitution, et aujourd'hui, il n'y a que le président de la République qui est incarné aujourd'hui par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président et le chef de l'État de ce pays, qui engage le pays vis-à-vis des États voisins ou des États dans les échanges commerciaux ou les échanges militaires, ainsi que tous ce qu'il y a comme option.
Alors, partant de cette définition de la Constitution ou de ses prérogatives que la Constitution lui accorde, et c'est dans cette voie qu'il a engagé bien sûr des discussions avec les États-Unis afin d'obtenir non seulement l'exploitation bien sûr minière, mais ici avoir la paix. Parce que vous savez, nous parlons de l'exploitation minière parce que nous pouvons aujourd'hui se trouver devant la télévision, échanger en toute quiétude parce que nous avons la paix. Mais pour certains membres de ces pays qui se trouveraient maintenant à l'est de notre pays, ne peuvent pas aujourd'hui se sentir en sécurité parce qu'il n'y a pas la paix. Alors je pense, à mon humble avis, la situation sécuritaire est prioritaire. En tant que situation prioritaire, l'État congolais a le pouvoir et surtout l'obligation de chercher par tous les voies et moyens comment trouver la paix. Pour trouver la paix, il y a plusieurs options. Comme le président l'avait dit autrefois, les options sont diplomatiques, sont militaires et sont aussi économiques. Alors sur le plan diplomatique, c'est dans ce sens qu'il y a eu des discussions que vous avez vues chapeautées par la ministre des Affaires étrangères qui fait Madame Thérèse Kayikwamba. Évidemment, les allers-retours afin de chercher ici, tout en représentant effectivement son gouvernement et avec l'appui du président de la République, de négocier avec les États-Unis comment obtenir en échange de la paix un accord sur l'exploitation minière. Alors, il faut préciser une chose. Oui, allez-y. Parce que entre la vie humaine et les minéraux, je pense tout Congolais épris de paix voudrait bien choisir la vie humaine. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire ceux qui exploitent les minéraux illégalement et à la fois ils tuent les Congolais sont les bienvenus. On souhaiterait avoir quelqu'un qui souhaite exploiter les minéraux et protéger la vie des Congolais. Parce que c'est la première des choses. Vous pensez qu'on ne peut pas y arriver seul? On a forcément besoin des États-Unis? Pardon, votre question? Vous pensez qu'on ne peut pas y arriver seul, nous-mêmes en tant que Congolais? Arriver à la paix sans les États-Unis? À mettre fin à la crise, nous-mêmes sans l'aide des États-Unis, par exemple. Mais là, il faut d'abord définir la crise en soi, parce qu'elle est multidimensionnelle. C'est une crise que j'appellerais aujourd'hui qui engage aussi une partie de pays voisins. Parce qu'elle est non seulement régionale, mais internationale. Parce qu'il n'y a pas que le Congolais qui réclame certains intérêts, mais oui, il y a des pays étrangers qui sont derrière ces réclamations. Donc, c'est une crise qui a une extranédité très avérée, qui exige effectivement qu'il y ait l'intervention de plusieurs composantes, à la fois les composantes politiques, économiques et militaires. C'est dans ce cadre que vous avez vu, d'ailleurs si vous avez suivi le président Donald Trump des États-Unis qui vous a dit il n'y a pas voulais-je dire, il a dit l'aventure qu'il n'y a pas une rébellion au Congo, mais il y a une guerre entre le Rwanda et le Congo. Donc, les démarches étaient de trouver un accord de paix. Et cet accord de paix va dans le cadre de la Constitution que nous venons tous de découvrir, l'article qui donne ce pouvoir au président de la République, en tant que les garants de la nation, de rechercher par tous les voies et moyens comment apporter la paix. Alors, est-ce que vous croyez en une suite favorable? Est-ce que vous croyez en un aboutissement heureux? Parce que ce n'est pas encore un acquis. Cet accord est en pleine discussion entre les trois parties, la partie congolaise, la partie rwandaise et la partie américaine, qui assure d'ailleurs la médiation entre les deux pays. On sait qu'en relation internationale, chaque pays préserve ses intérêts. Alors, est-ce que vous croyez en un aboutissement heureux? Monsieur Christian, c'est que vous venez de répondre d'ailleurs à la question qu'au niveau international, il n'y a pas d'amis, mais il y a les intérêts qui priment. La RDC s'engageant dans cette voie, je pense que même avant la signature de la feuille des routes que nous avons nous tous vus,
il y a eu d'abord, d'un côté, les échanges avant d'arriver à cet accord de principe qui a été signé. Et dans l'accord de principe, il y a eu la protection pour chaque membre ou chaque composante, à savoir la RDC, oui. De voir quels sont les intérêts qui sont les nôtres. Premièrement, comme le dit le chef de l'État, le premier intérêt pour les Congolais, c'est la paix. Oui. Donc, c'est la paix par tous les moyens. Parce que ça fait depuis 1960 que nous avons l'indépendance. Il y a la guerre à l'est du pays. On parle en nombre de plus de 10 millions de morts au niveau de l'Est. Oui. N'en parlons pas pour d'autres provinces où il y a eu un peu d'échauffourée par-ci par-là. Mais si en 2025, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, peut apporter cette paix définitivement, je pense qu'il n'y a pas un autre prix à payer qu'à mettre la main sur ce que nous avons pour échanger en apportant la vie humaine à nos Congolais. Alors, cette affaire, Maître Hubert, est commentée dans tous les sens. L'opposition, par exemple, vous accuse de vouloir brader nos richesses naturelles. Est-ce qu'il en est question? S'agit-il du bradage de nos minéraux? Ou bien l'État congolais veut vraiment préserver, veille à la préservation de nos intérêts? Vous savez, l'intégrité territoriale, c'est une condition sine qua non, de par la Constitution. Et le bradage dont il est question, vous savez, vous parlez de l'opposition, en soi, c'est le terme qu'il faut dire bradage, pour, je pense, pour des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, l'intérêt suprême de la nation, c'est la paix. Sans la paix, la RDC n'aura aucun développement. Oui. Alors, pour arriver à cette paix, je pense, il ne suffit pas seulement parler de minéraux, parce qu'il faut voir que derrière les minéraux, il y a eu des morts, parce qu'on voudrait exploiter ces minéraux-là. Si ces minéraux, c'est comme on a dit par certains analystes, que la faute de la RDC, c'est d'avoir les richesses des sous-sols. Alors, si les sous-sols peuvent apporter alors comme une solution à travers les négociations, ça soit que les sous-sols apporteraient une solution à la paix. Nous disons, ça serait une stratégie. Nous avons les minéraux que vous recherchez pour les avoir, vous tuez nos compatriotes. Mais nous sommes prêts à négocier avec vous, à faire l'échange, mais à condition on préserve la vie humaine. Mais d'où est venue cette inspiration? On n'attendait pas Félix Tshisekedi dans cette proposition. Mais il fallait d'abord arriver à découvrir la cause de l'insécurité de l'Est. Je pense que c'est dans l'étude et dans la recherche des causes réelles qui font que depuis 1960, la RDC est confrontée à des guerres multidimensionnelles qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre fin. Tous les gouvernements qui se sont succédés se sont montrés limités quant à la question. Alors, il arrive un compatriote qui a la volonté, bien sûr, de donner un sourire aux Congolais. Il dit, quelle est la cause réelle de cette guerre qui se répète chaque 10 ans, chaque 5 ans, chaque 3 ans? Et on découvre qu'il s'agit d'une guerre économique. Est-ce que les États-Unis... À la guerre économique, oui, il faut y réfléchir. Quelles sont les réponses qui soient à la fois économiques? Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de l'échange minéraux contre la paix. Donc, est-ce que les États-Unis sont sincères? La sincérité, c'est l'intérêt. Parce que ne faisons pas le jugement par analogie. La sincérité, c'est l'intérêt qu'on recherche. Parce que veulent les États-Unis? Je l'ai dit pourquoi. Parce qu'on a toujours accusé les grandes puissances, les forces occidentales de tirer les ficelles dans cette guerre. Alors lorsque Kinshasa prend le courage pour aller vers ces mêmes pays qu'on a toujours pointé du doigt, qu'ils tirent les ficelles dans les guerres, notamment en Afrique et particulièrement dans l'Est de la RDC, est-ce que vous pensez que c'est une démarche vraiment qui peut apporter
des solutions durables. Monsieur Christian, la première des choses d'abord qu'il faut se féliciter, c'est de voir la RDC être sur la table. Parce que 10 ans avant, 20 ans avant, on parlait de minerais de Kivu sans la RDC. Oui. Alors, si aujourd'hui la RDC est sur la table, nous pensons qu'il y aura une solution réelle. Alors, question de savoir, est-ce que les États-Unis sont sincères? Je suis d'accord avec vous par rapport à la question qu'il faut réfléchir. Mais la sincérité, c'est quoi? C'est l'intérêt. Quels sont les intérêts que les États-Unis trouveront en négociant directement avec la RDC? D'abord, pour votre information, le fait d'accepter de se mettre sur la table avec la RDC, c'est toute une avancée. Acceptez-vous que hier ou l'avant-hier, c'était d'autres pays qui nous représentaient à ces négociations. Certains pays ont eu des médailles pour avoir produit telle ou autre matière première, mais alors que tous sont exploités en RDC. Mais si aujourd'hui, par cette lutte de leadership du président de la République, on vient aujourd'hui parler de la RDC, parce que si je me rappelle bien, en 2016, j'étais en Suisse, oui, dans une conférence où on parlait de pays africains. J'ai posé la question concernant mon pays, on m'a dit que mon pays n'était pas à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même compréhension des choses au niveau international. Quand on parle de la RDC, on sait que c'est un pays de solutions. Un pays de minéraux, c'est un pays où il y a l'insécurité parce que les gens veulent avoir les minéraux. Alors, comment avoir ces minéraux alors en donnant la paix à cette population qui vit? Parce que vous avez suivi il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a présenté la RDC comme un pays scandaleux de minéraux, mais n'a pas vu des gens qui vivent au-dessus de ces minéraux-là, parce qu'on n'a pas que les sous-sols, on a les sols. Alors, parlant des sols, il y a les humains qui sont là, qui y vivent. Donc, alors, maître, on est en train de suivre de près ce dossier. Il y a eu déjà un accord, une déclaration de principe, on va le dire comme ça, qui avait été signée. Vous êtes un proche du président de la République, un haut cadre du pouvoir. On aimerait savoir, est-ce que il va être question de co-gérer nos minéraux avec le Rwanda? Parce que ça se dit, hein? Vous pouvez apporter la précision sur ce point? Je pense, M. Christian, à ce niveau, il y a des négociations qui sont en cours. Il faut attendre la fin des négociations pour qu'il y ait un accord. Dans cet accord, il y aura la clarité. Parce que ça ne sera pas normal qu'on puisse gérer nos minéraux, ça nous appartient. Il s'agit de, je vous dis, il s'agit d'un accord. Les Congolais sont patients et ils attendront voir ou entendre l'accord. Je suis d'accord avec vous que les gens qui cherchent à nuire à cette paix de l'Est, et ce sont ces gens-là qui marchent avec l'interprétation des bradages, l'interprétation de cogestion, l'interprétation, alors que la Constitution protège la souveraineté. La souveraineté n'est pas seulement la souveraineté des terres, oui, mais des sous-sols, de l'espace et des forêts. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut une patience, qu'un accord soit établi et qu'il soit signé, afin que quiconque voudrait analyse un acte définitif, que d'analyser les actes en cours de négociation. Donc il faut attendre. Il faut patienter. Alors, en dehors de Washington, du processus de Washington, il y a également le processus de Doha. Il y a aussi le processus de Lomé avec le président du Conseil. Il y a eu changement de régime au niveau du Togo. Le président de la République est devenu président du Conseil, le président Faure Gnassingbé, qui est aussi à la manœuvre pour pouvoir contribuer à sa manière au retour de la paix dans l'Est. Est-ce que toutes ces actions diplomatiques qui sont menées des part et d'autres, les Congolais peuvent s'attendre à quelque chose de tout ça? Monsieur Christian, je suis très positif à cette question qui est de la paix. Parce que je vais peut-être vous surprendre que lors de mon passage au niveau de Thiès, le collège de hautes études, mais de la défense, oui, il y a eu quand même, nous avons eu l'occasion de découvrir certaines réalités de notre pays. Et parler aujourd'hui du Togo, parce que le Togo a été désigné par l'Union africaine,
je pense, par l'Union, par l'Union africaine. L'Union africaine oui, et la SADC, ensemble, en fait, effectivement, je confirme. Voilà. C'est à cette occasion que nous avons vu la scène du Togo. Mais n'oubliez pas qu'avant Togo, il y a eu Luanda. Et après Luanda, aujourd'hui, qui est devenu que Luanda et Nairobi ont été un échec. Qui est devenu le président de l'Union africaine, a dit bon, je me retire un peu de cette charge parce que j'ai la charge de l'Afrique, je vais gérer. Donc, que répondez-vous à ceux qui pensent que Nairobi et Luanda ont été un échec? Pour moi, je vous ai dit ici que c'est l'affaire de la paix. Non seulement elle est régionale, mais elle est internationale. Parce qu'il y a des éléments d'extranéité qui entrent dedans, qui font l'appel, non seulement à la région, mais aussi à l'ensemble des pays qui sont non seulement des pays en bonne relation diplomatique avec la RDC, mais avec d'autres pays de la région qui sont impliqués, dont le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, ainsi que le Burundi, les 4 pays qui sont impliqués dans la situation en tant que pays de l'EAC. Donc, à ce niveau, il n'est pas question de donner la malchance à la négociation ou à tout ce qui se passe au niveau de notre pays. Pour un Congolais qui est compatriote, qui a le patriotisme, il est temps de soutenir. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que le président a été dans une position très ferme, il ne voulait pas négocier avec le M23, mais tout d'un coup on a vu que le gouvernement a commencé finalement à négocier avec le M23. Comment on est parti de ce changement brusque? Je pense, monsieur Christian, je vais d'abord finir la première question parce que je suis en train de répondre à la question de savoir si Nairobi et le Luanda ont été un échec. Nous disons absolument pas. Parce que ce sont les avancées de Luanda, les avancées de Nairobi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de Doha, il y a eu l'accord de cessez-le-feu. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu les armes qui se sont tues. C'est parce que les gens se sont parlé. Parce que les gens se sont échangés des idées en fait d'aboutir à la paix. Parce que la paix que la RDC recherche ici à travers le président de la République et son gouvernement, c'est la paix définitive. La paix définitive voudrait dire on ne veut pas 2 ans après, 3 ans après, qu'il y ait la guerre qui reprend. Donc je pense, en tant que Congolais, en tant que compatriote qui voudrait que les pays soient développés, il faut accepter que la guerre cesse. Tant qu'il y aura des armes, il n'y aura pas un développement. Il faut qu'il y ait développement. Pour qu'il y ait développement, il faut cesser la guerre. La guerre, pour la cesser, il faut utiliser tous les moyens possibles qui sont constitutionnels, qui sont légaux, et aussi le moyen disponible pour les chefs de l'État et pour son gouvernement. Est-ce que le dialogue en interne serait aussi une solution d'après vous, comme le proposent les évêques? Mais le président vous a dit il n'y a pas longtemps qu'il avait les mains ouvertes pour quiconque avait les idées, était disponible. Mais il ne le reçoit pas. Ils ont fini leur ronde, mais jusque-là, ils attendent d'être reçus. C'est pour vous dire que toutes les options sont ouvertes et les machines sont mises en marche afin que la paix revienne. Alors, si un chef d'État vous dit mes mains sont ouvertes pour tout compatriote qui voudrait apporter une pierre de solution, je suis d'accord. Donc, il est le moment, peut-être d'appeler à l'occasion de votre émission, ceux qui traînent encore, d'apporter leur pierre de solution, afin que les Congolais, non seulement de l'Est, parce que savez-vous directement que cette guerre ne touche pas que l'Est, les conséquences sont nationales. Effectivement. Donc, à ce point de vue, nous pensons qu'il est temps de soutenir non seulement la démarche des accords des États-Unis, mais aussi toute démarche possible qui pourrait contribuer, n'est-ce pas, à apporter la paix au niveau de l'Est de notre pays. Alors, maître, on va chuter. Il nous reste très peu de temps avec l'affaire Bukanga Lonzo. Le verdict de la Cour constitutionnelle est tombé. L'ancien Premier ministre Matata Mponyo, avec ses co-accusés,
ont été condamnés, mais on va parler particulièrement de lui. Il va écoper de 10 ans de travaux forcés. Mais il y a quand même l'autre camp, parce que vous êtes du pouvoir, mais l'opposition n'a pas tardé à réagir pour parler d'une justice à double vitesse, estimant que la justice est sélective. Quand ce sont les gens du pouvoir, eh ben, elle ferme les yeux, mais quand ce sont les opposants, la justice va jusqu'au bout, jusqu'à condamner. Comment vous réagissez? Monsieur Christian, merci pour la question. Vous savez, je vais répondre en tant que juriste à cette question parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises en premier et dernier ressort. Parlant des dossiers, l'honorable Matata Ponyo, moi je pense que l'erreur fatale était pour lui d'abandonner la procédure. Parce que lorsque les jugements est par défaut et que les éléments du ministère public sont mis à la disposition du juge et taillés tels que nous l'avons suivi, la seule possibilité qu'on les juge, c'est de condamner. Parce qu'il n'y a pas la voie contraire. Je dirais, en tant que juriste, avocat, c'était une erreur grave d'abandonner la procédure. Peut-être aujourd'hui, on parlerait de l'acquittement, si jamais il s'était défendu jusqu'à la fin. Donc, nous ne pouvons pas critiquer... Est-ce qu'il devait se défendre alors que c'est un député qui est couvert par des immunités? Bon, si vous avez suivi mon émission autrefois, la question est technique. Mais ceux qui, malheureusement, qui critiquent la question ou qui analysent, n'ont pas cette connaissance qu'il faut avoir en tant que juriste. Parce qu'il ne suffit pas d'être député pour analyser la loi ou pour interpréter la loi. Il faut avoir quand même les prérequis nécessaires, enfin, d'analyser certaines dispositions de la loi. À ce point de vue, je dis, c'était une erreur fatale d'abandonner la procédure. Parce qu'un prévenu qui ne comparait pas, il est jugé par défaut. Il n'a pas refusé de condamner. On va préciser qu'il n'a pas refusé de condamner. Mais il voulait que la loi soit respectée, parce que c'est un député qui est couvert par les immunités. On a vu même le président de l'Assemblée nationale s'adresser au président de la Cour constitutionnelle, pour lui demander de lui adresser une correspondance, comme ça avait été fait dans le cas de Nicolas Kazadi, du député national Nicolas Kazadi. L'Assemblée nationale, une lettre avait été adressée à l'Assemblée nationale pour que ces immunités soient levées. Mais pourquoi pour le cas de Matata, ça n'a pas été fait? Cette question, j'ai dit à discuter de cela pendant longtemps dans une émission. Oui, on doit terminer. Oui, allez-y. La question des immunités, ici, quand vous allez dans ce qu'on appelle les principes d'intangibilité des actes posés, vous trouverez que l'honorable Matata, ses immunités en tant que député aujourd'hui, n'étaient pas une barrière pour la Cour. Sincèrement, je mets quiconque à défi que les immunités actuelles du prévenu à ce temps-là n'étaient pas une barrière pour la Cour parce que du fait que celui-ci a été poursuivi avant même qu'il soit candidat, avant même qu'il soit élu, et que la procédure qui est en cours, le fait pour lui de continuer cette procédure ou de postuler et devenir député plus tard, n'empêchez pas la Cour à continuer. Bien sûr que les gens diront c'est la position de la Cour. Mais moi j'ai dit, j'ai eu à intervenir avant que la Cour se prononce avec la loi à la main, avec les décisions de justice et la jurisprudence. Vous trouverez que ce n'était pas une barrière pour la Cour d'appeler l'honorable Matata Ponyo de se justifier. Mais il y a eu une erreur dans la défense. Laquelle erreur pour moi, j'ai dit, c'était de laisser la barre vide. En laissant la barre vide, il a laissé les tuyaux à la Cour et la Cour n'avait qu'une seule position, c'est celle de la condamnation. Alors maître, on a terminé l'émission. Alors que répondez-vous à ceux qui disent qu'il s'agit d'une justice à double vitesse, une justice sélective? Nicolas était poursuivi dans le dossier forage. L'IGF avait dénoncé une surfacturation, mais il n'y a pas eu vraiment de procès, il n'a pas été condamné, etc. Mais pour le cas d'un opposant, on a vu que la procédure est allée jusqu'au bout, on a condamné, etc. Comment vous réagissez à ceux qui disent que la justice n'est pas juste? Je ne suis pas d'avis sur cette question, parce que si parlons de monsieur, de l'honorable Nicolas Kazadi, je pense,
c'est de lui qu'il s'agit. Ici, il est député. Ici, l'autre est poursuivi avant de devenir député. Il y a des cas qui sont tout à fait différents. Donc, la justice est surtout que l'opportunité de poursuite n'appartient pas à quiconque, mais plutôt au ministère public et au ministre de la Justice. À ce niveau, je pense qu'il est temps que les gens comprennent que la justice fait son travail tant que les faits sont portés par devant celle-ci. Donc, très bien. La question Matata, c'est une condamnation par défaut, parce que celui-ci n'a pas voulu se défendre. Mais la question, Nicolas, c'est une dénonciation qui, malheureusement, le juge n'est pas saisi. Donc, si on parle de la justice, il faut distinguer les choses. Le fait que l'IGF se permette de dénoncer quelque chose, ce n'est pas la saisine du juge. Le juge ne va pas Nicolas chercher... a été disculpé dans ce dossier. Non, je ne sais pas comment vous... Oui, il avait été disculpé. Par quelle magie, par quel moyen? Parce que la saisine du juge est faite par le ministère public. Mais dans les cas d'espèce, aucune saisine n'a été faite contre Nicolas Kazadi. Et à ce jour, on ne peut pas parler de la justice sélective. Il avait comparu, il avait été même invité devant la cour, et puis par après, la cour l'a disculpé. Non, l'honorable Nicolas n'a pas comparu. Parce que il était invité comme enseignant. La saisine de la cour n'a pas été faite contre lui. Par contre, il y a eu les autres personnes contre qui la cour a été saisie. À ce jour, nous ne pouvons pas confirmer que la justice est sélective du point de vue saisine. Parce que la saisine, on connaît, tout juriste connaît comment les juges est saisi. Alors, Maître Hubert Poutou, au cadre de l'UDPS et avocat, juriste, merci d'avoir... barreau de Kinshasa. Voilà, merci d'avoir répondu brillamment bien à toutes nos questions. En tout cas, nous avons été éclairés sur tous les enjeux politiques de l'heure, sur tous les sujets brûlants qui font l'actualité dans notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Kishan. Merci à toute l'équipe de Télé 50. Voilà qui boucle complètement cette émission, Madame, Messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi.